15 septembre 1944. 6h47 du matin. Zoo de Varsovie, Pologne occupée. L'Obersturmführer Fritz Hartmann remonte l'allée de gravier vers la villa du directeur. 3 soldats de la Wehrmacht le suivent, leurs bottes résonnant dans le silence du matin. Ils ont reçu un rapport. Le directeur du zoo, Jan Jabinski, serait impliqué dans des activités suspectes, mouvements nocturnes, consommation excessive de nourriture, bruits inexplicables. Hartmann, vétéran de dizaines d'inspections, sourit avec assurance. Les résistants polonais commettent toujours les mêmes erreurs. Ils traversent des enclos abandonnés. Le zoo est un cimetière de cages vides, de bâtiments endommagés, d'un silence là où il y avait autrefois des rugissements. Parfait pour cacher des gens. Ce que Hartmann ignore, c'est qu'à moins de 50 mètres de l'endroit où il se tient, dans des cages supposées vides, dans des tunnels souterrains de Lyon, dans l'ancienne maison des singes, 17 personnes retiennent leur souffle. Des juifs, des résistants, des enfants, des familles entières. Ce matin-là n'est qu'un instant dans une opération qui a déjà sauvé plus de 300 juifs des chambres à gaz, menée par un zoologiste de 39 ans nommé Jan Jabinski et son épouse Antonina, qui ont transformé leur amour des animaux en un réseau de sauvetage humain. Pendant les 4 heures suivantes, la Wehrmacht fouillera chaque bâtiment du zoo. Mais ils ne trouveront jamais les 17 personnes cachées. Et dans cet échec, ils découvriront qu'un homme dont la vie avait été consacrée à protéger des animaux avait utilisé ce même zoo détruit pour sauver des vies humaines. Voici l'histoire de la façon dont un zoologiste a transformé des cages d'animaux en sanctuaires de salut. Chapitre 1. L'Éden avant la tempête. Le zoo de Varsovie a été fondé en 1928. 16 hectares sur la rive et de la Vistule, avec 5000 animaux de 500 espèces différentes. L'un des zoos les plus modernes d'Europe. Jan Jabinski est né le 8 avril 1897 à Varsovie, au sein d'une famille catholique polonaise. Il étudie la zoologie à l'université de Varsovie et obtient son diplôme en 1925. Sa thèse sur la reproduction des mammifères en captivité établit sa réputation de scientifique sérieux. En 1929, à 32 ans, il est nommé directeur du zoo de Varsovie. Cette nomination est controversée. Il est jeune et préfère des méthodes non conventionnelles. Il croit que les animaux doivent vivre dans des espaces naturels et non dans des cages victoriennes, aux barreaux de fer. En 1935, il a complètement transformé le zoo. Il construit des enclos imitant des habitats naturels, avec des fossés plutôt que des barreaux, une végétation dense et de l'eau courante. Les animaux prospèrent sous ses soins. Le joyau du zoo est Tuzinka, l'éléphante. Acquise en 1931, elle devient une célébrité nationale. Les enfants de Varsovie font la queue pendant des heures pour la monter, et elle devient un symbole de la modernité polonaise. Jan épouse Antonina Hartmann en 1931. Elle a 23 ans, lui 34. Antonina n'est pas zoologiste de formation, mais elle a une connexion intuitive avec les animaux. Elle peut calmer un lion nerveux avec sa voix, nourrir un bébé singe rejeté par sa mère et détecter une maladie avant les vétérinaires. Les employés l'appellent la murmureuse d'animaux. Ils vivent dans la villa du directeur, une maison à 2 étages au centre du zoo. Depuis leurs fenêtres, ils peuvent voir les girafes, entendre les lions rugir la nuit et observer les ponts se promener dans le jardin. En 1932 naît leur fils Rizar. L'enfant grandit littéralement dans le zoo, faisant ses premiers pas près des gazelles. À 5 ans, il peut identifier 100 espèces au son. En 1939, le zoo de Varsovie reçoit 1 million de visiteurs par an. C'est une institution culturelle, un centre éducatif
est la fierté de Varsovie. La famille Jabinski a construit un Éden. Mais en août 1939, Jean remarque des changements subtils. Des visiteurs allemands au zoo, prenant des photos des bâtiments plutôt que des animaux, posant des questions sur les sous-sols, les tunnels de service, les sorties de secours. Des espions. Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, Jeanne découvrira pourquoi. Chapitre 2. L'apocalypse des cages. Les bombes de la Luftwaffe tombent sur Varsovie sans déclaration de guerre. Le zoo, situé sur la rive est de la Vistule, se trouve directement sur la trajectoire des bombardements vers le centre-ville. La première bombe frappe la maison des éléphants à 5h12 du matin. Jean et Antonina se réveillent avec l'explosion. Depuis leur fenêtre, ils voient à revoir le bâtiment en flammes et entendent quelque chose d'encore plus terrifiant que les bombes. Les cris d'animaux épouvantés. Tuzinka, l'éléphante, sort en courant du bâtiment en feu, la peau roussie, la trompe levée de panique. Elle fonce droit vers la Vistule, plonge dans l'eau et ne réapparaît jamais. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard, noyé par la panique. Jean et le petit Rizard, 7 ans, courent vers le zoo. La scène est apocalyptique. Cages détruites, animaux morts, d'autres courant à l'état sauvage. Un lion adulte mâle se promène librement sur l'allée principale. 2 ours bruns se sont échappés vers la ville. Et des serpents venimeux, libérés de terrariums brisés, rampent vers des immeubles voisins. Jean prend des décisions impossibles. Les animaux blessés sans chance de survie doivent être abattus. Il n'y a ni vétérinaire disponible, ni anesthésie. Seulement un pistolet de service. Il passe les 36 heures suivantes à tirer sur des animaux qu'il a élevés depuis bébé. Un tigre du Bengale aux 2 pattes arrière brisées, une girafe au cou fracassée et des dizaines de primates brûlés au-delà de tout rétablissement. Rizard, à 7 ans, voit son père pleurer pour la première fois. Le 27 septembre 1939, après 3 semaines de bombardement, Varsovie se rend. Les nazis arrivent au zoo le 30 septembre. L'officier responsable est Lutz Heck, directeur du zoo de Berlin et zoologiste en chef d'Hitler. Heck est un nazi convaincu, membre du parti depuis 1933. Et il inspecte le zoo de Varsovie avec un regard calculateur. Les meilleurs animaux vont à Berlin, annonce-t-il. Le reste sera liquidé. Ce zoo est fermé. Au cours des semaines suivantes, des wagons de train emportent les animaux survivants vers l'Allemagne. Zèbres, bisons, chameaux et espèces rares d'antilopes. Tout ce qui a de la valeur est volé. En novembre 1939, le zoo de Varsovie est vide. 5000 animaux réduits à 0. Des cages vides, des bâtiments endommagés et un silence absolu. Jean s'attend à être renvoyé. Au lieu de cela, les nazis lui font une offre. Heck revient en décembre 1939 avec une proposition. Jabinski, tu es un bon zoologiste. Je te permets de conserver ton poste. Mais le zoo servira le Reich. Tu élèveras des porcs pour nourrir nos troupes. C'est une humiliation calculée. Transformer un zoo prestigieux en porcherie. Mais Jean y voit une opportunité. J'accepte, répond-il immédiatement. Mais j'aurai besoin d'un accès au ghetto juif pour récupérer des déchets alimentaires pour les porcs. Heck considère la proposition. Cela a du sens. Le ghetto produit chaque jour des tonnes de déchets organiques. Accordé. On te donnera une autorisation spéciale. Jean vient d'obtenir un accès officiel au ghetto juif, avec permission d'y entrer régulièrement et des documents expliquant sa présence. Les nazis viennent de lui donner la clé de son opération de sauvetage. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de commettre leur première erreur, fatale.
Chapitre 3. La plus grande prison d'Europe. En octobre 1940, les nazis créent le ghetto de Varsovie. 3,3 km², entouré d'un mur de 3 mètres de haut, où 450 000 juifs sont forcés de vivre. La densité atteint 136 000 personnes par km². À titre de comparaison, Manhattan en compte 27 000. Les conditions sont conçues pour tuer. Les rations officielles sont de 184 calories par personne et par jour, impossible pour survivre. Des milliers meurent chaque mois de faim, de maladies et d'exécutions aléatoires. Jean commence ses visites du ghetto en janvier 1941. Officiellement, il récupère des déchets alimentaires pour ses porcs. Son camion, marqué Zoo de Varsovie, franchit les portes du ghetto 3 fois par semaine. Les gardes nazis le laissent passer sans inspection détaillée. C'est une opération autorisée. Pourquoi fouiller des ordures? Lors de sa 3e visite, Jeanne est abordée par Mauricy Frankel, directeur de la bibliothèque du ghetto. « Docteur Jabinski », murmure Frankel, « est-il vrai que votre zoo est vide ?» Jeanne comprend immédiatement. Il y a beaucoup de bâtiments vides, de sous-sols, de tunnels. Et vous aideriez? Jeanne regarde autour de lui. Les gardes nazis sont à 30 mètres. Demain, même heure. Soyez prêts. Le lendemain, Jeanne arrive avec son camion. Frankel monte avec 2 aides, supposément pour charger des déchets plus lourds. Mais quand le camion sort du ghetto, 3 personnes supplémentaires sont cachées sous des bâches recouvertes d'ordures. L'odeur est insoutenable, écœurante, le camouflage parfait. Les gardes à la porte jettent à peine un regard. Qui fouillerait des ordures puantes? Jeanne conduit directement au zoo. Les 3 personnes sont cachées dans le sous-sol de l'ancienne maison des lions, un espace conçu à l'origine pour abriter les lions pendant l'hiver. C'est temporaire, promet Yann, jusqu'à ce que nous trouvions des endroits permanents plus sûrs. Mais le temporaire devient des mois, et 3 personnes deviennent des dizaines. Antonina met au point un système de communication brillant. La villa possède un piano, et Antonina est une pianiste talentueuse. Chaque matin, elle joue, et chaque morceau signifie quelque chose de différent. Deutschland über alles signifie « Nazi au zoo », tout le monde caché, silence absolu. Au sole mio signifie « Tout est clair, on peut se déplacer ». Beethoven signifie « La nourriture est prête, venez à la villa le soir ». Offenbach signifie « Danger imminent, préparez l'évacuation ». Les réfugiés, cachés dans des bâtiments dispersés du zoo, peuvent entendre le piano depuis leur cachette. Ils n'ont pas besoin de voir pour savoir si c'est sûr. Rizard, désormais âgé de 9 ans, sert de messager. Il est un enfant. Les nazis ne se méfient pas, et il peut circuler librement en apportant messages, nourriture et avertissements. Jeanne et Antonina identifient les endroits parfaits pour cacher des personnes. La maison des lions possède un sous-sol à 6 mètres sous terre, conçu pour accueillir de grands félins pendant l'hiver. Accès par une trappe dissimulée, ventilation naturelle et capacité de 8 à 10 personnes. Le bâtiment des singes a un réseau de tunnels de nettoyage reliant plusieurs bâtiments. Sombre et humide, mais sûr, avec une capacité de 4 à 6 personnes. La fosse des ours dispose d'une salle des pompes avec une porte camouflée derrière des machines rouillées et une capacité de 5 à 7 personnes. La villa possède une chambre d'amis où certains réfugiés vivent ouvertement sous de fausses identités, comme employés du zoo. La maison des oiseaux a un grenier au-dessus de l'exposition, accessible uniquement par une échelle amovible. Chaude en été, glacée en hiver, mais invisible. À tout moment, entre 12 et 17 personnes vivent cachées dans le zoo. Chapitre 4. Le réseau s'étend à la mi-1942. L'opération a considérablement évolué. Jeanne coordonne avec plusieurs groupes de résistance.
Zegota, Armia Krajova et des groupes de jeunes résistants juifs. Le zoo devient une station de transit. Les réfugiés arrivent du ghetto, restent quelques jours ou quelques semaines, puis sont transférés vers des lieux plus permanents, fermes à la campagne, monastères catholiques ou caves dans la Varsovie arienne. Jan développe un protocole rigoureux. Étape 1. L'extraction du ghetto. Jan entre avec le camion d'ordures. Les réfugiés se cachent sous les déchets. Et la sortie se fait à un checkpoint secondaire lors de la relève de garde, entre 6 et 7 heures du matin. Étape 2. La quarantaine au zoo. Les premières 48 heures d'isolement servent à vérifier qu'ils ne sont pas suivis et à fournir des soins médicaux de base. Étape 3. Des papiers faux fournis par Zegota. Les photos sont prises à la villa et les documents livrés en 3 à 5 jours. Étape 4. L'évacuation vers le lieu permanent, généralement de nuit, et jamais plus de 2 personnes par trajet. Samuel Königswein a 8 ans lorsqu'il arrive au zoo en avril 1942. Sa mère est morte du typhus dans le ghetto et son père a été exécuté pour contrebande. Samuel est seul. La résistance l'extrait, mais il y a un problème. Samuel a cessé de parler, victime d'un traumatisme sélectif. Pas un mot depuis 6 semaines. Pour un enfant juif qui doit passer pour un petit Polonais chrétien, le silence est une condamnation à mort. Les nazis testent les identités en posant des questions. Sans réponse, ils concluent qu'il est juif. Antonina prend le cas personnellement. « Samuel, lui dit-elle, tu sais pourquoi les animaux ne parlent pas ? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils communiquent autrement. Regarde. » Elle l'emmène à la porcherie. Les porcs grognent et se bousculent, exprimant la hiérarchie sans mots. Tu vois, ils parlent seulement autrement. Pendant des semaines, Antonina travaille avec Samuel, sans le forcer à parler, en lui montrant que le silence peut être une force, pas une faiblesse. Peu à peu, Samuel commence à faire des sons. D'abord en imitant les porcs, puis les oiseaux. Et enfin, 3 mois plus tard, des mots. Ses premiers mots sont « Merci, Madame Jabinska ». Samuel survit à la guerre et émigre en Israël en 1948, où il devient vétérinaire. « J'ai appris des animaux », dira-t-il plus tard, que la survie ne requiert pas toujours des mots. Parfois, elle requiert le silence. Antonina m'a enseigné les deux. Rachela Auerbach est historienne et membre du projet Oyneg Shapes, un groupe secret qui documente les atrocités nazies dans le ghetto. En août 1942, lorsque commencent les déportations massives vers Treblinka, le réseau décide que Rachela doit être évacuée. Ses connaissances sont trop précieuses pour être perdues. Jan l'extrait en utilisant une méthode audacieuse. Rachela sort par la porte principale du ghetto, habillée comme une ouvrière polonaise, avec de faux papiers, tandis que Jan l'attend à 200 mètres dans un camion garé. Mais Rachela apporte quelque chose qui met en danger toute l'opération. Un de ses cahiers d'archives. « Je ne peux pas le laisser », insiste-t-elle. Il contient les témoignages de 300 personnes. Si les nazis le trouvent, tous ces témoignages meurent avec moi. Jeanne comprend et ne discute pas. Rachela passe 6 semaines au zoo et chaque nuit, dans le sous-sol de la Maison des Lions, à la lueur des bougies. Elle travaille sur ses archives. Nom, date de déportation, méthode de meurtre, récit de survivants. Quand elle est évacuée en septembre, Jeanne lui fait une promesse. Quand la guerre sera finie, nous récupérerons ton cahier. Nous le publierons. Le monde saura. En avril 1943, avant l'insurrection du ghetto, Jan enterre le cahier dans un bocal en verre, sous le vieux chêne près de l'enclos des éléphants.
En mai 1945, après la libération, Rachela revient et Jean déterre le bocal. Le cahier a survécu, chaque page intacte. Il est publié en 1954 et devient l'un des documents historiques les plus importants de la Shoah. L'opération a un coût. Financièrement, nourrir 12 à 17 personnes supplémentaires demande de l'argent. John utilise des fonds du zoo, mais cela ne suffit pas. Zegota fournit des subventions de 500 zlotys par mois. Mais malgré cela, la famille dépense ses économies personnelles. Psychologiquement, Antonina développe une insomnie chronique, se réveillant 3 ou 4 fois par nuit pour vérifier que les réfugiés sont en sécurité. Rizard, 10 ans, fait des cauchemars constants. Jean fume 3 paquets de cigarettes par jour, les nerfs en lambeaux. Physiquement, Antonina perd 12 kilos en 1 an et Jeanne développe un ulcère à l'estomac. Tous deux vieillissent visiblement. Mais ils n'envisagent jamais d'arrêter. Comme Jeanne l'écrit dans son journal, « Chaque matin, je me réveille en me demandant si aujourd'hui est le jour où l'on nous découvre. Chaque nuit, je remercie que ce ne fut pas aujourd'hui. Et chaque jour, entre ces deux moments, je sais que nous faisons la seule chose qui compte. Maintenir des humains en vie dans un monde qui veut les tuer. » Chapitre 5. 4 heures de terreur. Nous revenons à l'instant où nous avons commencé. 15 septembre 1944, 6h47 du matin. L'Obersturmführer Fritz Hartmann et 3 soldats remontent l'allée du zoo. Quelqu'un a dénoncé un employé mécontent de ne pas avoir reçu tout son salaire, a signalé des activités suspectes. Jeanne voit les véhicules militaires depuis la fenêtre de la villa. Sa main frappe le piano, pas des touches précises, juste un son fort, discordant, urgent, le signal d'alarme. Dans des bâtiments dispersés du zoo, 17 personnes se déplacent avec une rapidité fulgurante. Dans le sous-sol de la Maison des Lions, 8 personnes s'enfoncent plus loin, vers une chambre secondaire que Jean a lui-même creusée, avec une entrée dissimulée derrière de vieux étagères à outils. Dans le tunnel des singes, 4 personnes rampent jusqu'au fond, à 40 mètres sous terre. Dans la fosse des ours, 5 personnes se glissent dans la salle des pompes. Tout cela se produit en moins de 90 secondes. Hartmann entre dans la villa sans frapper. Docteur Jabinski, inspection surprise. Ordre du commandant. Jean, en robe de chambre, feint la surprise. Inspection? De quoi? Antonina apparaît depuis la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Bonjour, Herr Obersturmführer. Désirez-vous un café pendant que vos hommes travaillent? C'est une tactique calculée. Paraître coopératif, pas défensif. Hartmann accepte le café, un mauvais choix qui donne à Jean et Antonina le temps d'évaluer la situation. Les nazis ne sont venus qu'avec 3 soldats. Une inspection limitée. Pas une opération d'arrestation massive. C'est bon signe. Mais Hartmann a aussi un plan du zoo, détaillé, montrant chaque bâtiment, chaque sous-sol, chaque tunnel. C'est très mauvais signe. Les soldats inspectent méthodiquement. À 7h15, dans la Maison des Lions, le soldat Müller descend au sous-sol avec une lampe. Il voit l'espace où vivent habituellement les réfugiés. Couverture, assiettes, livres. Herr Obersturmführer. Il y a ici des preuves que des gens vivent. Hartmann descend et examine. Jabinski, une explication? Jeanne a préparé cette histoire pendant des mois. Mes ouvriers saisonniers, des Polonais de la campagne. Ils viennent pendant les récoltes de pommes de terre, restent et des semaines, puis rentrent chez eux. C'est moins cher de les loger ici que de payer un hôtel. Où sont-ils maintenant? Ils sont partis hier. La récolte est terminée. Hartmann n'est pas convaincu et ordonne à Müller de chercher un espace caché. Müller frappe les murs et déplace des étagères,
Mais la chambre secondaire, où 8 personnes retiennent leur souffle, est derrière une étagère de 200 kilos, impossible à bouger sans outils. Muller ne la bouge pas. À 8h30, dans le bâtiment des singes, 2 soldats entrent dans le tunnel de service avec leurs lampes. Ils avancent 20 mètres et le tunnel devient plus étroit et plus sombre. « C'est instable ici », commente l'un. « Ça pourrait s'effondrer. » C'est un mensonge, mais crédible. Le bâtiment a été bombardé en 1939. Il recule sans explorer les 40 derniers mètres, où 4 personnes sont recroquevillées dans l'obscurité absolue. À 9h45, dans la fosse des Bartbisbenerste, Ours, Hartmann inspecte lui-même la salle des pompes. La porte métallique est clairement rouillée. Il tente de l'ouvrir, mais elle est bloquée par la corrosion. La clé, exige-t-il. Perdu, répond Jan. Cette salle n'a pas été utilisée depuis avant la guerre. La pompe ne fonctionne plus. Il n'y a que de vieilles machines. Hartmann pourrait ordonner de forcer la porte et trouverait 5 personnes. Mais il est frustré et fatigué. L'inspection dure depuis des heures et ils n'ont rien trouvé de concret. Vérifiez le reste, ordonne-t-il. Il n'ordonne pas de forcer la porte. À 10h30, dans la villa, Rizard, 12 ans, est dans sa chambre quand un soldat entre. « Qu'est-ce que tu fais, garçon ?»« Mes devoirs, » répond Rizard calmement. Le soldat voit des livres et des cahiers. Tout semble normal. Ce que le soldat ne voit pas, c'est que sous le lit de Rizard se trouve une boîte métallique contenant 47 photographies de réfugiés juifs passés par le zoo. S'il avait regardé sous le lit, toute la famille aurait été arrêtée, les 17 réfugiés découverts et le réseau entier démantelé. Le soldat ne regarde pas sous le lit. À 11h, le verdict tombe. Hartmann rassemble ses soldats dans la cour. « Rapport », ordonne-t-il. Sous-sol des Lions. Signe d'occupation récente, mais vide maintenant. Tunnels, instable, pas entièrement exploré. Salle des pompes, fermée, apparemment inutilisée. Villa, propre. Hartmann fixe Jan. Docteur Jabinski, il y a des preuves que vous hébergez des personnes sans les déclarer aux autorités. C'est une violation des règlements d'occupation. Jean garde une voix ferme. Des ouvriers saisonniers, tous des Polonais enregistrés. Je peux fournir des documents. Vous les apporterez demain à mon bureau, à 9h. Bien sûr, Herr Obersturmführer. Hartmann et ses soldats s'en vont. Jan attend que les véhicules disparaissent au loin, puis joue « O Sole Mio » au piano, le signal que tout est clair. Dans les 30 minutes suivantes, 17 personnes sortent de leur cachette. Aucun mot n'est nécessaire. Tous savent qu'ils étaient à quelques minutes de la mort et qu'ils ont survécu encore une fois. Chapitre 6. 63 jours d'enfer. L'insurrection de Varsovie commence le 1er août 1944 à 17h. L'Armia Krajowa lance une rébellion contre l'occupation nazie. 40 000 résistants polonais contre 15 000 soldats allemands. Jan Jabinski s'engage immédiatement, non pas comme combattant, à 47 ans, avec un ulcère à l'estomac et une vue déclinante. Il ne peut pas tenir un fusil efficacement, mais comme officier de liaison, coordonnant les communications entre les groupes de résistance dispersés dans Varsovie. Antonina reste à la tête du zoo avec 14 réfugiés encore cachés. L'insurrection dure 63 jours. Pour le zoo, ce sont 63 jours de cauchemar. La Wehrmacht, furieuse, bombarde Varsovie sans distinction. Immeubles, hôpitaux, églises. Tout est une cible. Le zoo, sur la rive est, se trouve en pleine zone de combat. Le 5 août, une bombe incendiaire frappe la villa et le feu prend au 2e étage.
Antonina et Richard évacuent les 14 réfugiés vers le sous-sol de la Maison des Lions, puis combattent l'incendie avec des seaux d'eau de la rivière. Il faudra 3 heures pour l'éteindre. La villa survit, à peine. Le 12 août, les troupes allemandes installent un poste de mitrailleuse sur le terrain du zoo, à 50 mètres de la Maison des Lions. Les 14 réfugiés ne peuvent ni bouger ni faire de bruit. Les soldats allemands sont littéralement au-dessus de leur tête. Antonina apporte la nourriture la nuit, en rampant au sol pour ne pas être vue. Cette situation dure 11 jours interminables. Le 13 septembre, Jean est capturé par la Wehrmacht dans les ruines de la cathédrale Saint-Jean. Il n'a pas été trahi. C'est la malchance. Une patrouille allemande le trouve avec une radio de la résistance. Il est battu, interrogé, identifié comme officier de liaison. La sentence typique est l'exécution immédiate. Mais Jan a un avantage qu'il ignore. Lutz Eck, le zoologiste nazi qui avait pillé le zoo en 1939, intervient. Il respecte encore Jan comme collègue scientifique. Jabinski est précieux, plaide-t-il auprès des officiers SS. C'est un expert en élevage d'animaux. Il peut être utile après la guerre. L'argument est absurde, mais dans le chaos d'une Varsovie en train de s'effondrer, il fonctionne. Jan n'est pas exécuté. Il est envoyé dans un camp de prisonniers en Allemagne. Quand Antonina apprend que Jan a été capturé, elle affronte une décision impossible. 14 réfugiés sont encore au zoo, et sans Jan, l'opération est bien plus dangereuse. Richard, 12 ans, peut aider, mais c'est un enfant. Jegota propose d'évacuer les réfugiés vers d'autres lieux, option la plus sûre. Antonina refuse. Jeanne a promis à ces personnes qu'elle serait en sécurité ici. Je ne briserai pas sa promesse. Pendant septembre et octobre 1944, Antonina maintient seule l'opération. Elle nourrit les réfugiés, les protège, coordonne avec la résistance. Et chaque nuit, elle joue du piano. Pas seulement des signaux, mais de la vraie musique. Chopin, Beethoven, Mozart. Des années plus tard, l'un des réfugiés, Henrik Goldsmith, expliquera « La musique d'Antonina nous rappelait que nous étions encore humains. Dans ce sous-sol, dans l'obscurité, avec des nazis à quelques mètres au-dessus, il était facile d'oublier. Mais quand on entendait Chopin flotter depuis la villa, on se souvenait qu'il y a de la beauté dans le monde et que ça vaut la peine de survivre. » Le 2 octobre, l'insurrection se termine. Après 63 jours de combat, elle s'effondre. 40 000 résistants polonais sont morts et 150 000 civils massacrés en représailles. Hitler ordonne que la ville disparaisse de la surface de la Terre. Le zoo, miraculeusement, survit. Endommagé, mais pas détruit. Les 14 réfugiés survivent. Jeanne est en Allemagne, dans un camp, sans savoir si sa famille est vivante. Antonina est à Varsovie, sans savoir si Jan est vivant. Mais tous deux ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Maintenir en vie tous ceux qui étaient sous leur protection. Chapitre 7. Libération et héritage des cages. L'Armée rouge libère Varsovie le 17 janvier 1945. Antonina et Richard sont encore au zoo avec les 14 réfugiés toujours cachés. Pendant 3 jours, les réfugiés restent dissimulés même après la libération. Antonina n'est pas certaine que les soviétiques soient dignes de confiance. Finalement, le 20 janvier, quand il devient clair que les nazis ont complètement disparu, Antonina joue « O Sole Mio » une dernière fois. Les 14 réfugiés sortent. Certains sont restés cachés au zoo pendant 2 années entières, 730 jours dans des cages conçues pour des animaux. Ils clignent des yeux sous la lumière du soleil et beaucoup pleurent. Sarah Koenigswein, la mère de Samuel, enlace Antonina sans un mot.
quels mots pourraient en suffire? Jan est libéré du camp de prisonniers en Allemagne le 9 mai 1945, le jour où l'Allemagne se rend. Il marche de l'Allemagne jusqu'en Pologne, un voyage de 3 semaines. Il arrive au zoo le 2 juin 1945. Antonina voit un homme de 48 ans qui en paraît 65, amaigri, le visage vieilli, mais vivant. Les réfugiés sont ses premiers mots. Tous vivants, répond Antonina. Tous ont survécu. Jan s'effondre, non de fatigue, mais de pur soulagement. Pendant les 4 années suivantes, Jan et Antonina reconstruisent le zoo de Varsovie. Les nazis n'ont laissé que des ruines, bâtiments détruits, cages vides, terre brûlée. Mais lentement, le zoo renaît. En 1946 arrivent les premiers animaux acquis. Lapins, chèvres, un poney. En 1947, le bâtiment des lions est reconstruit. En 1948, la première girafe depuis la guerre arrive. En 1949, le zoo rouvre officiellement au public. L'ironie n'échappe pas à Jan. Le bâtiment où ils avaient allé cacher des Juifs abrite de nouveau des lions. Mais ces lions vivent en paix, parce que les nazis sont partis. Les estimations d'après-guerre confirment les chiffres. 298 Juifs sauvés par le réseau du zoo avec une documentation complète. Plus 50 à 100 personnes supplémentaires selon des témoignages. Le chiffre conservateur est de 300 personnes. Chaque personne représente une vie non livrée à Auschwitz, une famille non entièrement détruite, et des descendants qui existent aujourd'hui. En 2019, des chercheurs de Yad Vashem identifient plus de 2400 personnes comme descendants vivants de personnes sauvées par Jan et Antonina Jabinski. 2400 personnes qui existent parce qu'un zoologiste et son épouse ont décidé de transformer des cages d'animaux en sanctuaires humains. Le 21 septembre 1965. Jan et Antonina sont honorés comme justes parmi les nations par Yad Vashem. La cérémonie a lieu à Jérusalem et 37 personnes cachées au zoo y assistent. Sarah Koenigswein, désormais âgée de 67 ans, déclare « En 1942, mon fils Samuel a cessé de parler. Le traumatisme l'avait brisé. Antonina lui a appris que le silence pouvait être une force. Samuel a survécu et il est aujourd'hui vétérinaire à Haïfa, avec 3 enfants et 7 petits-enfants. Voilà ce que Jan et Antonina nous ont donné. Pas seulement la survie, mais un futur. Un arbre est planté en leur honneur dans la forêt des justes. Jan pleure tandis qu'Antonina lui tient la main. Nous n'étions pas des héros, murmure Jan. Nous avons seulement fait ce que les animaux nous ont appris. Protéger les vulnérables. Jan reste directeur du zoo jusqu'en 1951. Puis prend sa retraite à 54 ans, la santé abîmée par des années de stress. Il écrit une 50aine de livres de zoologie, enseigne et anime une émission de radio sur les animaux extrêmement populaires en Pologne. Jan meurt le 26 juillet 1974, à 77 ans. Antonina survit 37 ans de plus. Elle vit tranquillement à Varsovie, peint, écrit des mémoires et reçoit des visiteurs du monde entier venus rencontrer la murmureuse d'animaux qui a sauvé des humains. Elle meurt le 20 juillet 2007, à 98 ans. Rizar devient cinéaste, produisant des documentaires sur la vie sauvage. Il meurt en 2019, à 87 ans. La villa du directeur du zoo de Varsovie est aujourd'hui un musée. Les visiteurs peuvent parcourir les pièces où les réfugiés ont mangé. Voir le sous-sol de la maison des lions, où 8 personnes sont restées cachées pendant des mois. Et toucher le piano qu'Antonina utilisait pour envoyer ses signaux. Le tunnel des singes est scellé car structurellement instable. Mais des photos, des témoignages et des récits
ont été conservés. Une exposition présente 298 noms, chacun représentant une vie sauvée. En dessous, un texte dit « Dans ce zoo, conçu pour protéger des animaux, des humains trouvèrent refuge. Les nazis construisirent des cages pour emprisonner. Jan et Antonina les transformèrent en sanctuaires pour libérer. » L'histoire de Jan et Antonina Jabinski révèle quelque chose de profond. Les nazis ont bâti un système de mort soutenu par un État moderne, une technologie industrielle et une idéologie totalitaire. Face à cela, un zoologiste et son épouse n'avaient que des cages vides, un amour des animaux et une détermination impossible à briser. Comme John l'écrit en 1968, 3 ans avant sa mort. Les gens demandent pourquoi risquer tout pour 300 personnes. Et pourquoi pas davantage? La réponse est simple. 300, c'était le nombre que nous pouvions atteindre. Si nous avions pu en sauver 3000, nous l'aurions fait. Mais avec un zoo, un camion et des cages vides, nous avons sauvé 300. Et ces 300 personnes valaient tous les risques. Parce que dans chaque vie sauvée, nous avons vaincu les nazis. Dans chaque survivant, nous avons prouvé que l'humanité est plus forte que la haine. Les nazis avaient des armées. Nous avions des cages d'animaux. Au final, les cages ont gagné. En 2019, le zoo de Varsovie organise une réunion. 2400 personnes, descendants de personnes sauvées par Jan et Antonina, viennent de 47 pays. Médecins, professeurs, artistes, ingénieurs, mères, pères, grands-parents. Chacun existe parce qu'en 1942, un zoologiste a décidé que des cages conçues pour des lions pouvaient protéger des humains. Le petit-fils de Samuel Koenigswein, aujourd'hui vétérinaire à Tel Aviv, déclare « Mon arrière-grand-père a cessé de parler en 1942. Antonina lui a appris à parler à nouveau. Pas seulement des mots, mais que la vie vaut la peine, que l'avenir existe et que la bonté survit au mal. Je suis ici aujourd'hui parce qu'elle y a cru. Nous sommes tous ici parce que Jan et Antonina ont cru que 300 vies comptaient. Les nazis ont perdu. Les cages ont gagné. Et l'histoire se souvient. Les nazis n'ont jamais imaginé qu'un zoologiste sauverait 300 juifs en utilisant des cages d'animaux. Mais Jan Jabinski l'a fait. Et 80 ans plus tard, 2400 personnes vivent pour le prouver.